Importante rencontre aujourd'hui à Ouagadougou entre le président Blaise Compaoré et le mouvement national de libération de l'Azawad. Au menu, le dialogue avec ce mouvement pour une sortie de crise au Mali. Et puis on prépare activement le 52e anniversaire de notre indépendance prévu à Koudougou. Le Premier ministre Benyon Luc Adolphe Tchao a lancé hier à Léo la Coupe de l'Unité à cet effet. Et 272 gendarmes pour renforcer la sécurité de notre pays. La cérémonie de sortie de la 38e promotion s'est déroulée vendredi dernier à Bobo Dioulasso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Ceci dit, le président du Faso a reçu ce matin en audience un émissaire du mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA. Celui-ci est venu remettre la plateforme politique du mouvement qui s'engage sur la voie du dialogue pour une sortie de crise au Mali. Le reportage porte la griffe de Adama Koulibaly. L'émissaire du mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, reçu ce matin au palais de Kosiam, est venu remettre au président du Faso une plateforme politique de deux mouvements. Cette plateforme contient les aspirations du mouvement pour une sortie de crise au Mali. Cette plateforme, en réalité, nous revendiquons notre droit à l'autodétermination. L'autodétermination ne veut pas dire sécession. L'autodétermination, même un enfant dans sa propre famille a besoin d'une autodétermination. Le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit tous les droits élémentaires de base. Pour le MNLA, ces différentes étapes de négociation n'excluent pas de facto une volonté d'indépendance. L'indépendance, c'est notre objectif. L'indépendance, mais c'est pas la... Moi, je l'ai toujours dit, que les gens, quand ils entendent parler d'indépendance, mais qu'est-ce que vous appelez indépendance? Allez-y voir le sens étymologique du mot indépendance pour savoir ce que c'est l'indépendance. L'indépendance, ce n'est pas uniquement l'indépendance territoriale qui a une indépendance. L'indépendance, c'est le droit à la vie. Ça, c'est la première indépendance. Avec cette plateforme, le MNLA s'engage pour une sortie définitive de la crise et espère un statut juridique de la part de la communauté internationale qui sied à ses aspirations. Et puis, après la rencontre avec le chef de l'État et le mouvement de libération de l'Azawad MNLA, un communiqué a sanctionné la rencontre. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale nous livre le contenu de cette déclaration. M. Gibril Bassoulé est au micro de Adama Koulibaly. Le président du Faso, médiateur de la CEDEAO pour le Mali, a reçu ce jour une délégation du MNLA venue lui remettre la plateforme politique du mouvement en vue d'un règlement politique du conflit. La remise de cette plateforme fait suite à l'engagement pris par le MNLA lors de sa précédente rencontre avec le médiateur au mois de juin 2012. Le président du Faso a félicité les responsables du mouvement et les a exhortés à tout mettre en œuvre pour privilégier la voie du dialogue comme moyen d'obtenir une solution définitive de paix. À cet égard, le médiateur de la CEDEAO, en accord avec les présidents Alassane Ouattara et Goodluck Jonathan, établira et soumettra aux parties en conflit un cadre formel de dialogue prenant en compte les exigences exprimées par les chefs d'État de la CEDEAO, à savoir la préservation de l'intégrité territoriale du Mali, le respect des droits humains et des libertés fondamentales, la garantie d'accès des populations du Nord Mali aux services humanitaires et sociaux. Ce cadre déterminera également l'agenda des pourparlers inclusifs devant aboutir à l'établissement d'un accord global définitif de paix, de stabilité et de développement. Afin d'engager les pourparlers de paix, le médiateur renouvellera au président Dionkouda Traoré la demande des chefs d'État de la CEDEAO de créer une structure nationale chargée de promouvoir le dialogue avec le Nord.
Il recommande au mouvement armé de s'engager résolument dans un dialogue inclusif de paix et de réconciliation visant à satisfaire les aspirations légitimes des populations du nord du Mali. Ils devront pour ce faire se démarquer de l'extrémisme et du terrorisme afin de construire avec l'appui de la communauté internationale une paix stable et durable. Je vous remercie. Le lancement de la première édition de la Coupe de l'Unité du Centre-Ouest s'est déroulé hier après-midi au stade municipal de Léo. Le tournoi participe des activités commémoratives du 52e anniversaire de notre indépendance prévues à Koudougou. Reportage de la cérémonie de lancement de la Coupe de l'Unité avec Richard Yamiego. Ça y est, le tournoi de la première édition de la Coupe de l'Unité du Centre-Ouest a pris son envol hier après-midi au stade municipal de Réau. 39 équipes de communes se sont engagées à concourir dans cette épreuve mise en jeu par le Premier ministre Béyon Luc Adolphe Thiaou. C'est une initiative qui va donc contribuer à agrémenter les préparatifs de cette fête. Mais aussi, vous savez que le football est un facteur d'unité, d'émulation entre les jeunes. Et j'ai pensé également aussi qu'en lançant ce tournoi, qui est une première dans ce genre, puisqu'il s'agit de mettre en compétition les équipes de communes, ça va permettre d'abord donc de favoriser le brassage entre les jeunes, mais aussi peut-être qu'à travers cette édition, des talents vont émerger et l'on pourrait donc aller vers la construction d'équipes beaucoup plus solides au niveau donc du Centre-Ouest. Le tournoi de l'unité concerne les 4 provinces qui composent la région du Centre-Ouest, le Boultiemde, le Sangué, la Sicile et le Ziro. Chaque province ira de son tournoi intercommune. Ensuite interviendra le tournoi interprovince par zone. Puis on cheminera vers la phase régionale qui sera en quelque sorte les demi-finales. Les 4 meilleures équipes s'affronteront pour déterminer les finalistes du 8 décembre prochain à Koudougou. Pour l'heure, Pouni en rouge, bordeaux et blanc et Dassa tout de bleu, bordeaux vêtu ont animé le premier match de la Coupe de l'Unité sous le regard du donateur et de ses invités. Match de belle facture amené par Pouni qui a enlevé le gain de la partie sur la note de 2-1. Pouni se qualifie ainsi pour le tour suivant de la compétition. Le patron de la cérémonie de lancement se prononce sur l'initiative du Premier ministre. Notre souhait, c'est que véritablement toute la compétition se déroule dans le fair play et que le meilleur gagne. Et que cette coupe puisse également d'année en année se renouveler afin de permettre, je dirais, au Centre-Ouest de se doter également, au-delà des départements, d'une équipe digne de ce nom, puisqu'on pourra faire des recrutements justement donc, au sein de ces équipes provinciales et départementales. Chaque week-end et à la cadence de 2 matchs par province, les jeunes s'adonneront à leur distraction favorite que les autorités ont souhaité voir se dérouler dans le fair play le plus absolu. Retour sur l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, mercredi dernier à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire justement. Roch Marc Christian Kaboré et Guillaume Kibafori Soro se sont à l'occasion engagés à œuvrer pour le renforcement de la coopération entre les parlements des 2 pays. Cela pourrait se traduire dans un futur proche par la signature d'un protocole d'accord. Au cours de la cérémonie solennelle d'ouverture de cette session, le chef du Parlement ivoirien a également salué de façon particulière tous ceux qui ont contribué au retour de la paix dans ce pays voisin, dont le facilitateur du dialogue inter-ivoirien. Suivons à ce propos le reportage de Kwame Bama et de Anna-Lucie Kéré. En ouvrant les travaux de la 2e session ordinaire de l'année, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est revenu sur les liens sacrés qui ont toujours uni les peuples ivoiriens et burkinabés, sans perdre de vue le dialogue direct et le facilitateur qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'organiser des élections. C'était en présence de nombreuses délégations étrangères, dont le président de l'Assemblée nationale du Burkina, des élus des différents groupes parlementaires
et du représentant du facilitateur du dialogue inter-ivoirien. Bourema Badini souhaite que tout le monde se donne la main pour que le peuple ivoirien, qui a pratiquement souffert plus de 10 ans, retrouve la paix. Je crois que ce matin, une fois de plus, nous sommes certains et convaincus que le président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire est un digne fils de l'Afrique. Et c'est lui, à partir de lui, que les grands débats ont pu se dénouer en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix grâce effectivement à l'accord politique de Ouaga, comme vous le savez, qui a été parrainé par le président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré. Et d'entendre parler de l'accord politique de Ouaga nous fait chaud au cœur. C'est également le vœu de l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Et pour cause. Notre communauté est la plus ancienne et la plus intégrée en Côte d'Ivoire. Notre communauté aussi, c'est celle qui a éprouvé beaucoup et qui a payé un lourd tribut pendant la crise post-électorale. Et aujourd'hui, quand on voit que la paix est de nouveau troublée par des attaques sporadiques, et on peut s'en inquiéter. Mais ce que nous recherchons aujourd'hui est que notre communauté s'intègre dans le processus de la réconciliation, travaille pour le dialogue et comme cela est souvent dit, pour la réconciliation des cœurs, pour la réconciliation de toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire. La grande chancelière de l'ordre national salue la reprise des activités parlementaires. Pour moi, ça a été une séance pleine d'émotions. Émotions parce que je vois réunis tant de personnes, de tant de régions de l'Afrique qui sont venues solidairement célébrer l'évolution vers la paix, vers la réconciliation, quelque chose pour laquelle on a lutté depuis toujours. En marge de la cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année, le chef du Parlement burkinabé et son homologue ivoirien ont échangé autour d'un accord de partenariat entre les parlements des deux pays. Nous avions déjà commencé à engager des débats sur un rapprochement plus étroit entre nos deux assemblées. Dans le discours du président Roch, il a évoqué cette question. Donc nos équipes vont travailler pour voir dans quelle mesure justement nos parlements pourraient parvenir à ce partenariat qui me paraît important pour notre pays. Tout en se prononçant sur cet accord, Roch-Marc Christian Kaboré a félicité Guillaume Kibafoyi Soro pour le travail abattu afin que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire retrouve sa place dans le Conseil des parlements africains. Nous avons décidé, à l'instar des exécutifs qui ont renforcé les relations et qui ont créé un axe, je dirais, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, décider également qu'au niveau des parlements, il était important que dans le cadre d'un accord de partenariat à signer, nous puissions faire en sorte que, aussi bien nos commissions générales, nos administrations parlementaires, que également les groupes d'amitié puissent initier des activités qui nous permettent de mieux échanger, je dirais, les bonnes pratiques au niveau de chaque parlement. Et vous savez également que le Parlement burkinabé est en phase du renouvellement suite aux élections à venir et nous laisserons donc sur la table ce dossier-là qui doit être poursuivi, consolidé, renforcé pour permettre en tout cas d'améliorer, je dirais, dans les deux sens les compétences de nos parlements. Nul doute qu'un tel accord vise à favoriser les échanges entre les deux institutions et à contribuer au raffermissement des relations séculaires de bon voisinage entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la mise en marche du processus de décentralisation, le ministre en charge de la question a entrepris une série de rencontres. Objectif, évaluer le processus à travers ses acquis, ses difficultés et ses défis. C'est un reportage de Éléonore Yerbanga. C'est en 2009 que les compétences et les ressources financières ont été transférées aux communes dans le cadre du processus de décentralisation. 3 ans après, le ministère échange avec les acteurs régionaux sur le processus, ses acquis, ses insuffisances et ses défis. L'étape de Manga dans le centre-sud couronne la première série de ces rencontres qui rassemblent les difficultés rencontrées dans le processus. Il ressort un souci de renforcement des capacités des membres des CPR. Il ressort un souci
d'harmonisation du niveau de compréhension des textes pour avoir la même interprétation et la même application des textes dans la région. Et le troisième problème, c'est qu'ils ont besoin de ressources financières pour mieux accomplir leurs tâches. Et c'est avec satisfaction que la région reçoit les membres de la Direction générale des collectivités territoriales. Il y a des difficultés, on n'ignore pas, compte tenu de la capacité budgétaire de certaines collectivités, du personnel en quantité, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui empêche les collectivités de jouer effectivement ou bien d'accomplir toutes les compétences transférées par l'État dans le cadre de la décentralisation. Donc en venant sensibiliser, nous sommes sûrs que ça pourra accompagner le processus et effectivement tenter à la réussite du processus de décentralisation. Les rencontres avec les collectivités devront aboutir sur des recommandations et des actions fortes à même de booster davantage le processus de décentralisation. Savez-vous ce que c'est qu'un courtier ou encore quelle est la différence entre un courtier et un agent immobilier? Quelles sont les missions assignées à une agence immobilière? Frédéric Etienne Bassenga s'est intéressé à toutes ces questions à travers un zoom sur l'association des courtiers et agents immobiliers du Faso. Voici son compte rendu. C'est pour mieux organiser le secteur de l'immobilier qu'ils ont décidé de s'unir et de créer l'association des courtiers et agents immobiliers du Faso en 2008. Jeune mais dynamique, cette association s'est donnée pour objectif d'assainir le milieu des courtiers et agents immobiliers au Burkina Faso. L'association est créée grâce à la maison d'entreprise et la chambre de commerce et d'industrie du Burkina. D'abord, la première phase consistait d'abord le projet Beltive, la bourse électronique des terrains et immeubles vacants. Ils ont eu le financement de leurs partenaires techniques et financiers. Et la bourse électronique des terrains et immeubles vacants consistait d'abord à ce que tout un chacun puisse consulter le site, trouver automatiquement, immédiatement, une maison en location, en vente dans le territoire national. Ça permettait aussi ceux qui sont aussi à l'extérieur d'avoir une structure fiable. En consultant sur le site, vous avez automatiquement la maison à louer ou le terrain à acheter. Ça évite de faire des transactions parce que le temps coûte cher. Vous pouvez aller voir des marchés où des gens, vous n'allez pas trouver la maison dont vous voulez. Et en plus de cela, vous pouvez avoir des problèmes avec ces agents immobiliers qui ne sont pas vraiment bien structurés. C'est la raison pour laquelle nous avons obligé à créer et à nous réunir ensemble pour pouvoir harmoniser le système et assainir le milieu. Un courtier est une personne physique qui met un objet ou un produit à la disposition d'un client, un intermédiaire en quelque sorte. Quant à l'agent immobilier, c'est une personne physique aussi, mais qui a des compétences reconnues par la loi et qui exerce dans une entreprise commerciale, une agence immobilière. Basile Darga est justement un patron d'une des agences immobilières, membre de l'association. Ancien fonctionnaire, il a démissionné pour se consacrer à ce métier. Il nous donne ici les missions principales d'une agence dans le domaine de l'immobilier. Il faut distinguer 3 missions essentielles dans l'agence immobilière. La première, c'est la mission d'intermédiation. Et la mission d'intermédiation qui consiste à mettre en relation d'affaires un propriétaire et un client. Dans notre jargon technique, on l'appelle le propriétaire, c'est le titulaire d'un droit réel immobilier avec un client qui veut soit acquérir un bien ou le louer. La deuxième mission, c'est la mission de gestion. Elle consiste à gérer des immeubles. Et la troisième mission, qui est aussi importante que les 2 premières, c'est la mission de conseil. La mission de conseil, elle consiste dans l'exercice des 2 précédentes missions à éclairer le client ou le propriétaire sur les choix qu'il doit opérer. Donc ça fait appel à des connaissances juridiques pour pouvoir conseiller, donner des conseils juridiques. Ça fait appel à des connaissances économiques pour pouvoir faire des choix économiques pour son client. Nous sommes ici à Ouaga 2000 dans une agence immobilière, membre de cette association. Son quotidien, c'est la vente et l'achat des immeubles, des parcelles, mais aussi la gestion immobilière. Au quotidien, nous faisons la location, la vente, comme je l'ai dit tantôt. En ce qui concerne la location, et on a deux formules. Il y a la location simple qu'on appelle couramment. Ça veut dire que là, on joue à peu près le rôle de courtier. Ça veut dire que on se charge de mettre en relation le bailleur et son locataire.
Et une fois qu'ils sont mis en relation et que le contrat est OK, donc notre mission en principe s'arrête là. Et il y a une autre formule de la location qui va au-delà. Donc ça, en plus d'avoir trouvé le locataire, et là on se charge de gérer le bien immobilier. Donc en ce moment, on se positionne comme le mandataire, le représentant du bailleur. Maintenant, en ce qui concerne la vente aussi, nous avons des terrains nus, tout comme nous avons des terrains déjà bâtis en vente. Pour mieux se faire connaître, l'Association des courtiers et agents immobiliers du Faso a créé un site web et dispose d'un journal mensuel qui traite des questions de l'immobilier. Son souhait est de voir les autorités burkinabées réglementer le milieu pour que les populations puissent distinguer les véritables professionnels du métier. L'École nationale des sous-officiers de gendarmerie à Bobo-Dioulasso vient de mettre 272 maréchaux des logis au service de la nation. Après 2 ans de formation professionnelle militaire, technique et générale, cette promotion, dont le nom de baptême est rigueur et probité, vient renforcer les rangs des forces de sécurité et de défense à une période où les populations sont quotidiennement exposées au banditisme. La cérémonie de sortie de la 38e promotion s'est déroulée ce vendredi 5 octobre 2012 au camp Ouezin Koulibaly de Bobo-Dioulasso en présence de Wenyam Achille Kaboré. Rigueur et probité, c'est le nom de baptême de la 38e promotion des élèves de l'école nationale des sous-officiers de gendarmerie. 274 au départ, ils ont perdu 2 de leurs par suite d'accidents de la circulation. Et ceux-ci n'ont pas été oubliés. Aujourd'hui, ces 272 maréchaux des logis sont le fruit d'une formation militaire, technique, professionnelle et générale, apte à remplir les missions dévolues à ce corps. Et leurs parrains leur ajoutent des conseils. Quand on a décidé de devenir gendarme, je crois qu'on a décidé de se mettre au service de la loi. Et comme je dis dans mon discours, on devient soldat de la loi. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait la loi comme son guide. Et ensuite, la rigueur, la probité comme boussole. À ce moment-là, on arrive à s'insérer très facilement dans la population et à répondre aux besoins et aux attentes des populations. Toute formation, filles comme garçons, ça a toujours été difficile. On a fait des marches, tout ce qu'on nous a appris. Je crois vraiment que ça pourra nous aider sur le terrain à bien travailler. Rigueur et probité, ce n'est pas fortuit quand on mesure les attentes fondées sur ces agents de la police judiciaire. Vous savez que les gendarmes sont partie intégrante des forces de sécurité intérieure. Et ces forces de sécurité intérieure qui sont aujourd'hui confrontées à un regain du banditisme. Donc ces effectifs viennent à point nommé pour justement permettre un meilleur maillage sécuritaire du territoire. Et ces missions requièrent des qualités que sont la rigueur et la probité. Et c'est la raison pour laquelle ce nom a été donné à la 38e promotion des élèves sous-officiers. Face donc à ces fléaux qui gangrènent la société et au cadre de formation de cette force publique qui commence à rechercher ses lettres de noblesse, le chef d'état-major général des armées a un regard intéressé. Il se pose des problèmes en infrastructure. C'est le lot commun de toute l'armée. Nous avons commencé par les casernes de l'armée de terre. Mais il est évident effectivement qu'il faut forcément faire des efforts au sein de la gendarmerie. Vous savez qu'on a recruté 250 alors qu'on a besoin davantage. Donc nous allons reprendre le recrutement avec un effectif de 500. Il en faut beaucoup plus, mais il faut des capacités d'accueil. Et c'est la raison pour laquelle il peut être envisagé la construction d'une nouvelle école. Ce fut également l'occasion pour l'assistance de découvrir un peu du savoir-faire de ces forces de sécurité et de défense. Sécurité toujours, un nouveau commandant à la tête de la 3e région militaire. Le colonel Léon Traoré remplace le commandant Baro Nyimbanga, nommé commandant de la force de la CEDEAO en Guinée-Conakry. Reportage de Claudine Bikaba. Le colonel Léon Traoré devient le nouveau commandant de la 3e région militaire. Officiers, sous-officiers et militaires du rang de la 3e région militaire. De par le président du Faso,
vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel Traoré Léon ici présent. Il remplace à ce poste le commandant Baro Nibanga, nommé commandant de la force de la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau depuis le 20 mai 2012. Le nouveau commandant est né le 20 août 1960 à Bobo-Dioulasso. Il a fréquenté l'école de la mission catholique de Nouna et il intègre le Prytanée militaire du Kadiogo en 1973. Lauréat du bac en 1981, il poursuit ses études à l'université de Ouagadougou où il obtient son diplôme d'études universitaires générales en géographie en 1983. Il a suivi plusieurs formations et a occupé plusieurs postes dont le chef de corps de l'école des cadres des forces armées de 1998 à 2001. Il a été également le premier commandant du bataillon Lafi de 2007 à 2010 et commandant de la 2e région de 2010 à 2011. Il dit mesurer l'importance de la charge qui l'attend. Je sais qu'il y a beaucoup de défis à relever. Et avec l'ensemble du personnel, justement, nous devons nous mobiliser, nous serrer les coudes pour venir à bout de ces défis-là. Et justement pour cela, je voudrais dire au personnel, désormais celui qui va travailler avec moi, que je vais beaucoup demander leur contribution. La cérémonie a été présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Oumarou Sadou. Vous avez dû rectifier de vous-même. Le commandant Baro Nyimaga est nommé plutôt en Guinée-Bissau et non en Guinée-Conakry. Et puis en Guinée-Conakry, justement, le consul honoraire de ce pays au Burkina Faso a organisé une soirée ce samedi 5 octobre pour célébrer le 54e anniversaire de ce pays. Cette soirée empreinte de convivialité a permis de revenir sur l'histoire de la Guinée et de faire des vœux pour que ce pays soit désormais un havre de paix. C'est un reportage de Frédéric Etienne Bassenga. Les Guinéennes et Guinéens résidant au Burkina Faso ont célébré le 54e anniversaire de l'indépendance de leur pays autour du consul honoraire Adama Kindo dans une ambiance empreinte de convivialité. L'on se rappelle encore en 1958 de la célèbre phrase du père de l'indépendance Sékou Touré « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage ». Une phrase qui symbolisait le non au projet du général de Gaulle et qui donnait du même coup l'indépendance à la Guinée. Cet anniversaire intervient 6 mois après notre installation en tant que consul honoraire de la Guinée au Burkina. C'est une joie pour nous ici à Ouagadougou de célébrer cette fête de l'indépendance de la Guinée et de rappeler que les deux nations, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry, aux relations déjà excellentes, doivent davantage conjuguer les vertus de fraternité, de solidarité et d'amitié pour le bonheur de leurs peuples respectifs. Et le souhait des ressortissants de la Guinée à cette soirée, c'est que le pays soit un havre de paix. C'est la paix. Je demande aux Guinéens de venir vers la paix et se réconcilier pour que le pays aille à l'avant. Pour eux, avec le premier régime démocratiquement élu il y a à peine 2 ans, la Guinée a plus que jamais besoin que ses fils s'unissent pour la construction du pays dont le passé n'a pas été du tout reluisant. Le groupement Yantamsi est un groupement féminin basé à Dédougou. Le groupement exploite environ 6 hectares de diverses spéculations, une activité qui permet à ces femmes de se prendre en charge. C'est un reportage signé Claudine Bikaba. Du soja, du niébé, du moringa, du maïs et du manioc, ce sont autant de spéculations que le groupement Yantamsi de Dédougou produit sur cette superficie de 6 hectares. Ce groupement existe depuis 1994 et est composé d'une vingtaine de femmes de la localité. La superficie exploitée est située au bord du fleuve Mouhoun à une dizaine de kilomètres de Dédougou. Nous avons vu qu'avec le savon, le beurre de karité, le soumala, on ne s'en sortait pas. Mais maintenant, avec l'agriculture, avec nos membres, nous arrivions à avoir un peu de bénéfices et à nourrir nos familles et nos enfants. Cette terre a été offerte au groupement par les autorités coutumières de Dédougou. Elle est exploitée aussi bien en saison pluvieuse qu'en saison sèche. Parmi toutes ces spéculations, le manioc serait celle qui rapporterait le plus. C'est surtout le manioc qui nous a rapporté une somme de 800 000 francs. Et avec cet argent, nous avons acheté 13 vélos pour les plus méritantes. Près de 20 ans après sa création, le groupement a engrangé quelques acquis.
Il s'agit du site exploité, des motopompes, un forage et un château d'eau auquel il faut ajouter un entrepôt en construction. Néanmoins, quelques difficultés subsistent, telles que les aléas climatiques et des difficultés de financement. Les difficultés que nous rencontrons, la mauvaise herbe qu'on appelle chien-dent. Et deuxièmement, bon, souvent avec les inondations, quand il y a inondation aussi, ça c'est une grosse difficulté. Là, ça emporte tout. Et bon, souvent même la fumure organique et tout, ça part. Et ça, c'est une difficulté vraiment qui est majeure. Bon, deuxième difficulté aussi, il y a le problème du transport. Quand nous produisons, souvent pour transporter aussi, ce n'est pas facile. Avec nos vélos, nous ne pouvons pas transporter. Nous n'avons pas de financement. Le financement nous manque. Nous sommes délaissés. La région, surtout notre groupement, est délaissé. Donc nous cherchons, nous demandons aux autorités de nous aider. En dépit des difficultés que le groupement Nyatamsi rencontre, il n'a pas hésité à venir en aide à l'association Yoro Sindefi Mère de Dédougou, à laquelle il a cédé une portion de son exploitation. L'objectif, c'est pour venir en aide aux jeunes filles, les filles en difficulté, et plus particulièrement les filles mères. Voilà, donc c'est pour les soutenir dans les difficultés qu'elles rencontrent. On a eu une parcelle avec le groupement Nyatamsi, donc nous essayons de produire pour notre consommation, donc nous ne vendons pas. Donc cette année, nous ont donné un terrain un peu plus grand. On a fait du maïs, du haricot et puis du gombo, du da. C'est pour le sang puisque les filles sont internées. Catherine est une volontaire du corps de la paix des États-Unis au Burkina. Elle collabore avec le groupement depuis 2 ans. On a réalisé quelques projets qui sont bien au champ. On a fait une subvention pour de 90 000 pour bien déraciner les champs et on a planté beaucoup de moringa et puis aussi des choses, soja, viande de soja. Donc dans quelques années, on espère de réaliser un projet de viande de soja. Même avec le moringa, on va faire le poudre pour faire la lutte contre la malnutrition. Le groupement espère bénéficier des autorités un appui d'encadrement agricole et projette étendre ses activités à l'élevage afin de pouvoir utiliser le fumier organique dans l'agriculture pour un meilleur rendement. Les transporteurs routiers ouest-africains s'organisent pour améliorer leurs conditions de travail. Un séminaire de 72 heures pour lutter contre les tracasseries, la fatigue au volant et les salaires bas sont au menu de leur séminaire. Reportage signé Abdoul Rasmane Zongo. Quelle riposte appropriée faut-il aux travailleurs des transports routiers de l'Afrique de l'Ouest pour consolider davantage leur organisation commune? Cette riposte sous-entend d'une part l'existence déjà de nombreuses difficultés telles les longues heures de travail, les tracasseries policières et le manque de repos des conducteurs. D'autre part, il faut en perspective procéder au renforcement des capacités des acteurs routiers. Ainsi, après 3 jours de travaux à Ouagadougou, les 22 participants venus du Niger, du Ghana, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Burkina se sont séparés globalement sur une note de satisfaction. On a pu avoir des conventions collectives au Burkina, au Ghana, à Sierra Leone, au Libéria, et nous sommes sur le point d'avoir les mêmes conventions signées au Niger et puis en Côte d'Ivoire. On a évalué, mais nous avons trouvé que les routiers ont toujours des défis, notamment les tracasseries existent toujours, beaucoup sont toujours sans contrat, et travaillent dans des conditions très difficiles, et nous avons décidé de repartir pour une phase de 3 ans. Et à l'issue donc de ces travaux, c'est vraiment une satisfaction parce que les syndicats ont pris conscience qu'il faut qu'ils travaillent pour vraiment mobiliser et avoir beaucoup plus de force et être beaucoup plus indépendants que de par le passé. Soutenu par des partenaires européens comme la Finlande, ce projet de 3 ans couvrant la période de 2013 à 2015 vise à renforcer la coopération entre les syndicats des corridors ouest-africains de transport, mais également à améliorer leurs conditions de travail.
Ouverture jeudi dernier à Koudougou de la deuxième rencontre annuelle des gestionnaires des structures déconcentrées et des établissements publics de l'État du ministère de la Santé. Objectif, examiner l'exécution à mi-parcours du budget 2012 du ministère de la Santé. Reportage de Nathalie Sawadgo et de Eleonore Yerbanga. Cette rencontre fait suite à une première organisée par le ministère en février 2012, au cours de laquelle les gestionnaires des structures déconcentrées des établissements publics de la santé ont reçu des orientations pour une meilleure exécution du budget de l'État, gestion 2012. L'objectif de cette deuxième rencontre est de permettre aux gestionnaires, aux directeurs des affaires financières des établissements privés de l'État de faire ressortir les difficultés relevées dans l'exécution afin de permettre aux responsables d'apporter des corrections. Nous nous sommes dit qu'à 3 mois de la clôture de l'exercice budgétaire, il était intéressant que l'on s'asseye pour faire une revue trimestrielle afin d'en dégager les perspectives et d'amener des mesures correctrices s'il le faut, afin que dans les délais d'exécution, nous soyons en phase avec ce qui a été donné comme orientation en début d'exercice budgétaire. Les participants ont profité de l'occasion pour exposer leurs problèmes liés au manque d'électricité dans certains centres. Nous avons simplement dit que c'est des questions pour lesquelles nous sommes informés. Et pour les questions de logistique de véhicules, il y a des engagements qui ont été pris pour mutualiser les fonds pour permettre d'équiper progressivement les districts. En ce qui concerne l'électrification, nous avons demandé qu'une étude soit faite pour redimensionner et trouver quel est le type d'ampérage pour chaque type de formation sanitaire pour les permettre donc d'utiliser de manière efficiente cette électricité. Et au professeur Adaman Traoré d'encourager les participants et de leur prodiguer des conseils. C'est pour les mettre face à leurs responsabilités. Autant ils sont efficaces, autant ils doivent prendre conscience que les erreurs qu'ils peuvent faire peuvent impacter sur la santé des individus, impacter sur la santé de toute la nation et impacter sur tout le système. Et quand vous êtes en face de tels acteurs, vous devez leur passer le message de prendre conscience. Sur le point de la bonne gouvernance, le professeur Adaman Traoré a insisté sur la gestion transparente des deniers publics et tout contrevenant, a-t-il dit, s'expose à des poursuites et autres sanctions. Et puis, le ministère de la Santé a renforcé les capacités de l'offre sanitaire dans la région des Hauts-Bassins. Il a procédé le 22 septembre dernier au lancement des travaux de 2 centres de santé et de promotion sociale dans la région. Reportage signé Nyarki Teda. C'était la fête au village, précisément à Moami, localité située à une quinzaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso sur l'axe Bobo-Orodara. Et pour cause, un CSPS naîtra dans les tout prochains jours sur cet espace au bénéfice de la localité avant même la fin de cette année. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé qui s'est voulu concret en procédant à la pose de la première pierre du CSPS longtemps attendue des populations. C'était notre rêve. Aujourd'hui, ce rêve est devenu une réalité avec la pose de la première pierre. Mieux, le ministre a promis qu'il sera construit avant 2013. Nous sommes fiers. Tout comme à Moami, ce fut la même joie qui a animé la population de Dar Salami à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso sur l'axe Mena à Banfora. Là aussi, ce village a bénéficié de la pose de la première pierre de son CSPS. Nous n'avons rien à dire. Que Dieu bénisse les autorités. Nous attendons de voir la réalisation de ce CSPS. Nous ferons une grande fête pour son inauguration. Pour le ministre de la Santé, ces 2 futurs CSPS vont contribuer à augmenter l'offre sanitaire dans la zone de l'Ouest. Il y a une dizaine d'années, en moyenne, les Burkinabés devaient parcourir une quinzaine de kilomètres avant de trouver un centre de soins. À l'heure actuelle, nous sommes à 7,5 et l'objectif d'ici 2015, c'est de travailler à réduire cela encore. C'est pour cela que le gouvernement continue de faire des efforts, mais à travers la décentralisation, pour que les CSPS, si on ne peut pas faire un CSPS, un village, qu'au moins les gens parcourent moins de 5, moins de 4 kilomètres avant de trouver un CSPS. Très ému par la pose de la première pierre de ces 2 CSPS dans les 2 villages de la commune de Bobo-Dioulasso, le conseil municipal s'engage à accompagner le gouvernement pour les réalisations effectives. Nous, en tant que collectivité, nous allons nous engager à accompagner
les services techniques, à accompagner le ministère de la Santé et à ce que cette infrastructure voit le jour. C'est également le souhait du ministre de la Santé et celui en charge de la fonction publique qui invite les populations des deux localités à accompagner les entreprises pour la mise en chantier des deux CSPS. Ce 6 octobre a eu lieu à Pabré l'inauguration d'un ensemble d'infrastructures au profit des populations de cette localité. Au nombre de ces infrastructures, on peut citer un bâtiment administratif pour le CEG, 3 écoles primaires, un abattoir et un marché. Des infrastructures qui font la fierté des autorités de la localité et le bonheur des populations bénéficiaires. Reportage signé Frédéric Etienne Bassenga. Ambiance des grands jours, et c'en était une, celle qui a prévalu ce 6 octobre à Pabré, une commune rurale située à 22 km de Ouagadougou. Et pour cause, les femmes de cette localité ont désormais une maison où elles pourront y mener leurs activités. Nous sommes tellement très heureuses. Toutes les femmes là même sont heureuses parce que sincèrement dit, au début, nous faisions nos réunions sous les manguiers, partout. On ne savait même pas où aller. Mais vraiment, dès que le maire a pris sa chose là, en tout cas, nous sommes très contents parce que c'est lui qui nous a vraiment donné la place et qui a même construit pour nous les femmes. Donc sincèrement dit, nous sommes aujourd'hui. Ce centre qui fait la fierté des autorités de la localité a été apprécié par la ministre en charge de la femme, d'autant plus qu'il a été construit sur fonds propres de la commune. Aujourd'hui, moi, vraiment, je suis très contente de voir qu'il y a des réalisations comme ça qui se passent sur le terrain et qui vont contribuer à améliorer les conditions de vie des femmes. Et il n'y a pas que cette maison de la femme. Le bâtiment administratif du CEG, 3 écoles primaires, un abattoir, le CEG communal et un marché ont été aussi construits durant ces 3 dernières années. Nous avons réalisé à 100% en ce qui concerne ce village-là, tout ce qui est prévu dans le plan communal. Et si on fait un travail, on le réalise à 100%, on a de quoi être content, on a de quoi être fier. Des réalisations qui n'ont laissé indifférent Simon Compaoré, parrain de la cérémonie. Écoutez, en tant que maire, je suis plein de bonheur. C'est rien que du bonheur. Parce que lorsqu'on parle du développement local, c'est ça le développement local. Tous les invités à cette cérémonie ont donc appelé tous les usagers à la bonne gestion de ces nouvelles infrastructures. Un nouveau lycée privé à Kaya, l'établissement a ouvert ses portes à 600 élèves cette année. C'est un lycée qui a coûté 500 millions de francs CFA et financé par le groupe Somika. Reportage signé Boukari Ouedraogo. Dressé sur une superficie de 2500 mètres carrés, ce bâtiment R+2 accueille pour cette année scolaire 2012-2013 ses premiers élèves qui sont au nombre de 600. Un bâtiment de 9 salles de classe, une cour de récréation, une salle informatique avec connexion Internet et des toilettes séparées pour filles et garçons. Les autorités du San-Mantenga sont unanimes. Cet établissement viendra accroître l'offre éducative dans la région avec des classes allant de la 6e à la terminale. Nous allons voir comment créer un cadre de concertation avec ces privés qui nous accompagnent pour que, au niveau de l'éducation du centre, nos enfants puissent avoir une éducation de qualité. Une formation de qualité que la population du centre nord devra à ce monsieur El Hadj Idrissa Sawadogo, représentant local du groupe Somika. Les gens du village m'ont aidé pour la réalisation de ce joyau. Le PDG de Somika, les autorités locales, et nous espérons en tout cas que cet établissement viendra contribuer à l'éducation de nos enfants. Le groupe Somika, qui accorde du crédit à l'éducation des enfants, a par ailleurs offert un mini-car à ce lycée privé Kolgokom, dont le coût de réalisation s'élève à 1,5 milliard de francs CFA. Le ministère des enseignements secondaires et supérieurs a pour sa part souhaité que cet établissement soit un pôle d'excellence et cela passe nécessairement par le respect du cahier de charges. Nous demandons aux uns aux autres de respecter les cahiers de charges, de respecter un ensemble de critères pour que ces établissements-là ne soient pas des établissements à boutique comme certains le font, mais des établissements de qualité. Établissements de qualité, en tout cas, tout laisse croire que ça sera ainsi. Et ce ne sont pas les artistes musiciens présents à cette cérémonie d'inauguration qui diront le contraire. Le programme national du biodigesteur a lancé son programme ce samedi à Réau dans le Sanguier. L'objectif est de développer cette nouvelle technologie multisectorielle qui utilise tout le potentiel de l'élevage. Aussi, il vise à stabiliser les animaux des éleveurs. Ce lancement correspond avec la réception du 1500e biodigesteur au Burkina Faso. Les détails avec Symphorien Somda.
Ce biodigesteur est le 1500e réalisé au secteur 4 de Réau par le PNB, le Programme national des biodigesteurs. Sa réception officielle a favorisé le lancement du programme dans la province du Sanguier. Un programme soutenu par la SNV, l'Organisation néerlandaise de développement et la Fondation IVOS. Le ministère en charge des ressources animales ambitionne la construction de 10 000 biodigesteurs conformément à l'engagement pris par les paysans au cours de leur journée à Waïgouya. Le coprésident de la cérémonie, en découvrant les bienfaits du biodigesteur, s'engage à les faire connaître davantage à travers la province et partant tout le Burkina. Et puis, compte tenu de la retransmission en direct de la cérémonie de remise des prix de Altitude Naouri 2012, votre émission Faso Académie numéro 2 des quarts de finale vous sera diffusée mardi 9 octobre 2012 à partir de 21h. Et puis du sport à présent, la 13e journée du championnat national de football de Super Division a livré son verdict hier samedi. Bobo Sport est allé battre l'UZI à Waïgouya 3-1. Le leader Asfa Yenega a été battu 2-0 au stade municipal de Ouagadougou par l'AS Sonabel. Le RCB confirme sa pleine forme en dominant les militaires du l'US Forces armées 1-0 au stade Wobi de Bobo Dioulasso, tandis que l'EFO et le BPS se neutralisent 0-0 au stade municipal de Koudougou. À l'issue de la 13e journée de l'Asfa Yenega et le RCB partagent la première place avec 24 points chacun. L'AS Sonabel est en embuscade avec 23 points. L'USFA est 4e avec 15 points. 5e BPS 13 points. 6e EFO 12 points. 7e Bobo Sport 10 points. Et 8e UZI 6 points. Ainsi se referme votre journal. Au nom de toutes les équipes qui ont réalisé le 20h cette semaine, je vous remercie de nous avoir reçus chez vous. Je serai très heureux de vous retrouver prochainement pour d'autres actualités. Merci, au revoir et à bientôt.